Un ancien président de la République. Un homme qui a dormi à l'Élysée, serré la main des plus puissants, parlé au nom de toute la France. Et puis un jour, son nom ne fait plus la une pour ses discours, mais pour les tribunaux. Nicolas Sarkozy, né à Paris en 1955, a connu le sommet du pouvoir. Mais derrière les costumes impeccables, les sourires de campagne et l'image du combattant politique, une autre histoire s'est écrite. Procès, condamnations, rumeurs, vie privée scrutée. Alors dites-moi franchement, comment un homme qui a tout contrôlé peut-il supporter le jour où plus rien ne lui obéit? Restez avec moi. Parce que l'histoire de Sarkozy n'est pas seulement une affaire politique. C'est la chute lente d'un homme qui refuse encore de tomber. Et maintenant, parlons du premier grand tournant. Parce qu'il y a un moment dans la vie d'un homme public où les dossiers ne sont plus seulement des articles dans les journaux. Ils deviennent une ombre qui vous suit jusque devant votre porte, jusque dans votre salon, jusque dans les regards des gens qui vous connaissent depuis 30 ans. Pour Nicolas Sarkozy, cette ombre a pris un nom très simple, mais très lourd. La justice. L'ancien président français, celui qui a dirigé le pays de 2007 à 2012, n'a pas seulement quitté l'Élysée avec des souvenirs de pouvoir. Il est aussi entré, peu à peu, dans une série d'affaires judiciaires qui ont fini par redessiner son image publique. En décembre 2024, la plus haute juridiction française a confirmé sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes, avec une peine aménagée sous bracelet électronique, une première pour un ancien chef de l'État français. Imaginez la scène, mes amis. Un homme qui a connu les cortèges officiels, les avions présidentiels, les gardes républicains, et qui se retrouve associé à cette image presque inimaginable, un bracelet électronique. Pas dans un film, pas dans une série politique américaine. En France, à Paris, dans la vraie vie. Et là, on peut aimer ou ne pas aimer Sarkozy. Mais il faut reconnaître une chose. Symboliquement, le choc est énorme. Parce qu'un bracelet électronique, ce n'est pas seulement un dispositif judiciaire. Dans l'imaginaire collectif, c'est une frontière. C'est le moment où le prestige se fissure. C'est le moment où l'homme qui parlait au nom de l'État doit lui-même se plier aux décisions de l'État. Et vous voyez, c'est ça qui rend cette histoire si fascinante et si dure à la fois. Quand on a incarné l'autorité, comment vit-on le jour où cette autorité se retourne vers vous? Puis il y a eu l'affaire Big Malion, liée aux dépenses de sa campagne présidentielle de 2012. En février 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé sa culpabilité pour financement illégal de campagne, avec une peine dont une partie pouvait être aménagée sous bracelet électronique. Et en novembre 2025, la Cour de cassation a confirmé cette condamnation, ajoutant encore un coup dur à son parcours judiciaire. Là encore, on n'est pas dans une petite polémique de plateau télé. On parle d'une campagne présidentielle, d'une machine politique énorme, de meetings, de factures, de comptes de campagne, et derrière tout cela, d'une question qui revient comme une petite aiguille sous la peau. Jusqu'où peut aller un homme pour rester au sommet? Sarkozy, lui, a toujours contesté, résisté, combattu. Il n'a jamais eu le profil de celui qui baisse les yeux et dit « Très bien, j'accepte ». Non, chez lui, il y a toujours cette énergie de boxeur. Même acculé, il avance. Même blessé, il parle. Même condamné, il se présente comme un homme qui se bat pour son honneur. Et puis, est arrivée l'affaire libyenne. Là, l'histoire a pris une dimension encore plus grave. En septembre 2025, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le dossier lié aux soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Les juges ont toutefois estimé qu'il n'était pas prouvé que de l'argent libyen ait effectivement financé sa campagne, et il a été relaxé d'autres accusations, dont corruption et financement illégal de campagne dans ce dossier. Vous voyez la nuance? Elle est importante, parce que dans les grandes affaires politiques, beaucoup de gens ne lisent que le titre. Mais la vérité judiciaire, elle, est souvent plus complexe, plus froide, plus précise. Et c'est dans ces nuances que se joue parfois la réputation d'un homme. Le 21 octobre 2025, l'image devient historique. Nicolas Sarkozy entre à la prison de la Santé, à Paris, pour commencer l'exécution de sa peine dans ce dossier. Un ancien président français incarcéré, ce n'est pas une image banale, c'est une scène que beaucoup de Français n'auraient jamais pensé voir de leur vivant. Et franchement, si j'avais été à sa place,
Même avec toute la fierté du monde, je crois que cette porte qui se referme aurait fait un bruit terrible dans ma tête. Pas seulement le bruit du métal, le bruit d'une époque qui se termine, le bruit d'un nom qui bascule. Il a finalement été libéré le 10 novembre 2025, en attendant son appel, après environ 3 semaines à la prison de la Santé, sous contrôle judiciaire. Son appel dans l'affaire libyenne s'est ouverte à Paris en mars 2026, avec des audiences prévues jusqu'au début juin. Mais entre-temps, évidemment, les rumeurs ont commencé à courir. Certains ont parlé d'une prétendue fuite préparée à l'étranger, d'un départ secret, presque comme dans un roman d'espionnage. On a même vu circuler des récits invérifiables évoquant le Qatar, des surveillances discrètes, des plans de dernière minute. Soyons clairs, rien de solide ne permet de présenter cela comme un fait. Ce sont des rumeurs, des histoires de réseaux sociaux, des bruits qui grossissent quand la réalité était déjà assez spectaculaire. Mais le simple fait que ce genre de rumeurs existe dit quelque chose. Il dit que Sarkozy n'est plus seulement jugé comme un ancien président. Il est devenu un personnage de feuilleton national. Un homme autour duquel on projette tout. La peur, la colère, la fascination, parfois même le fantasme. Et c'est peut-être là le plus cruel. Quand vous êtes Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez plus simplement traverser une épreuve. Votre épreuve devient un spectacle. Votre silence devient une stratégie. Votre visage fatigué devient une théorie. Votre retour chez vous devient une scène politique. Alors oui, cette zone rouge judiciaire est le premier grand angle sombre de son histoire récente. Non pas parce qu'elle efface tout ce qu'il a été, mais parce qu'elle oblige à regarder autrement ce qu'il est devenu. Un ancien président, un homme condamné dans plusieurs dossiers, un combattant qui clame encore son innocence dans certaines affaires. Et surtout, un personnage qui continue d'avancer dans un couloir où chaque porte peut cacher un nouveau verdict. Et la vraie question, mes amis, elle est peut-être là. Est-ce qu'on peut encore contrôler son destin quand son nom appartient déjà aux juges, aux journalistes et à la mémoire collective? Et maintenant, on arrive à quelque chose de plus intime, plus silencieux aussi. Parce qu'un procès, mes amis, ça ne se passe pas seulement dans une salle d'audience. Ça se passe aussi dans le corps, dans les épaules qui se crispent, dans les nuits qui deviennent plus courtes, dans le visage qui change parfois un peu, parfois beaucoup, et que tout le monde se met à observer comme s'il s'agissait d'une preuve. Avec Nicolas Sarkozy, c'est exactement ce qui s'est produit. À chaque apparition publique, à chaque arrivée devant un tribunal, à chaque sortie entourée de caméras, certains ne regardaient plus seulement ce qu'il disait. Ils regardaient comment il marchait, comment il respirait, comment il souriait, s'il semblait fatigué, s'il avait maigri, si son regard avait perdu cette petite étincelle nerveuse qu'on lui connaissait depuis toujours. Et là, une question se pose. Quand un homme a passé sa vie à paraître invincible, que voit-on le jour où il semble simplement humain? Parce que Sarkozy, pendant des années, a construit une image presque électrique. Toujours rapide, toujours debout, toujours prêt à répondre. On pouvait l'aimer ou le critiquer, mais il donnait rarement l'impression d'être absent de lui-même. Chez lui, tout allait vite. La parole, le geste, la décision, l'attaque, la riposte. Mais les affaires judiciaires, elles, ont un autre rythme. Elles ne vont pas vite. Elles grattent, elles reviennent. Elles s'étirent sur des années. Un jour une convocation, un jour une audience, un jour une décision, puis un appel, puis encore une autre affaire. Et à force, même les plus solides peuvent finir par avoir le visage marqué. Si c'était moi, franchement, je crois que je sentirais le poids dès le matin. Avant même le café, parce qu'on ne se réveille pas de la même manière quand une journée normale vous attend, ou quand une salle entière va vous regarder comme un homme à juger. Alors bien sûr, autour de Nicolas Sarkozy, il y a eu des rumeurs. Certaines ont parlé d'un épuisement profond. D'autres ont évoqué des nuits si très courtes, une tension permanente, une inquiétude difficile à cacher. On a même vu circuler, ici ou là, des commentaires sur son visage, sur une expression plus figée, sur une fatigue supposée après certaines audiences. Mais attention, il faut être honnête avec vous. Ces rumeurs ne sont pas des diagnostics. On ne peut pas regarder une photo, une vidéo de quelques secondes et prétendre savoir ce qui se passe dans le corps d'un homme. Ce serait trop facile et souvent injuste, parce que sur Internet, vous le savez bien, il suffit d'une image prise au mauvais moment, un clignement d'œil, une bouche un peu crispée, une lumière dure sur le visage.
Et voilà. Les gens construisent un roman médical. Il est malade. Il cache quelque chose. Il ne dort plus. Il est au bout du rouleau. Mais la vérité, elle est peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Un homme de plus de 70 ans, né en 1955, qui traverse depuis des années des procédures judiciaires très lourdes, peut naturellement apparaître fatigué. Il n'y a pas besoin d'inventer des maladies secrètes pour comprendre cela. La pression suffit parfois à changer un regard. Et puis, il y a une autre chose que l'on oublie souvent. Nicolas Sarkozy n'est pas seulement un ancien président dans les journaux. Il est aussi un mari, un père, un homme qui voit ses proches porter, eux aussi, une partie du poids médiatique. Carla Bruni, ses enfants, son entourage. Personne ne traverse vraiment ce genre de tempête seul. Même quand on garde le silence, même quand on sourit en public, la maison entend ce que les caméras ne captent pas. Et ça, mes amis, c'est peut-être le détail qu'on ne dit pas assez. Les procès d'un homme célèbre ne restent jamais à la porte de sa famille. Ils entrent avec lui, dans les dîners, dans les conversations coupées, dans les téléphones qui vibrent trop souvent, dans les titres que l'on préfère ne pas lire, mais que quelqu'un vous envoie quand même. On a beaucoup parlé de Sarkozy comme d'un combattant. Et c'est vrai qu'il a gardé cette posture. Il répond, il conteste, il revient, il écrit. Il occupe encore l'espace médiatique comme quelqu'un qui refuse de devenir un simple souvenir politique. Mais même un combattant, parfois, rentre chez lui et enlève son armure. Et là, que reste-t-il? Un homme devant son miroir. Un homme qui sait que la France l'a vu au sommet. Et que la France l'a vu aussi dans des moments de chute. C'est peut-être ça le plus dur pour lui. Pas seulement les décisions de justice, mais le regard public. Ce regard qui compare sans pitié l'ancien président énergique, presque pressé de tout contrôler, avec l'homme plus âgé, entouré de dossiers, de robes noires, de micros et de flashs. Et au fond, on pourrait se demander, est-ce que la plus grande peine pour un homme comme Sarkozy, ce n'est pas d'être regardé comme quelqu'un qui a perdu la maîtrise de son propre récit? Car pendant longtemps, il a su raconter son histoire. Le fils d'immigrés hongrois devenu maire, ministre, président, l'homme du mérite, de l'effort, de la volonté. Celui qui se battait contre les pronostics. Celui qui disait, en quelque sorte, « Je vais aller plus loin que ce qu'on attend de moi ». Mais aujourd'hui, une autre histoire s'écrit autour de lui. Une histoire qu'il ne contrôle plus totalement. Une histoire écrite par les juges, les journalistes, les réseaux sociaux, les adversaires politiques, et parfois par des inconnus qui transforment la fatigue d'un visage en preuve imaginaire. Alors oui, cette troisième zone d'ombre n'est pas seulement médicale, elle est symbolique. Elle parle d'un corps sous pression, d'une image qui se fissure, d'un homme qui doit rester droit alors que tout autour de lui semble vouloir le courber. Et peut-être que, dans cette histoire, il y a une leçon plus large. Quand on regarde une personnalité publique, on croit tout savoir parce qu'on a vu son visage 1000 fois. Mais on ne connaît jamais vraiment le poids exact qu'un être humain porte derrière une porte fermée. Alors, la prochaine fois qu'on voit Sarkozy sortir d'une audience, visage fermé, regard dur, entouré de caméras, peut-être qu'il faut se poser une question plus simple, plus humaine. Combien de nuits faut-il perdre avant que le corps commence, lui aussi, à témoigner? Et maintenant, mes amis, on entre dans une zone franchement étrange, parce qu'il y a les procès, il y a les condamnations, il y a les rumeurs sur la santé, sur la fatigue, sur le couple, sur les nuits sans sommeil. Et puis, il y a pire encore, les fausses nouvelles qui vont jusqu'à inventer la mort d'un homme vivant. Oui, vous avez bien entendu. Dans notre époque, il ne suffit plus qu'un homme soit fragilisé par la justice pour que l'histoire s'arrête là. Non, il faut encore que certains, derrière un écran, ajoutent une couche de drame, une couche de mensonge, une couche de théâtre numérique, comme si la réalité n'était pas déjà assez lourde. Et Nicolas Sarkozy, évidemment, n'a pas échappé à ça. Quand un ancien président est déjà entouré d'affaires judiciaires, quand son nom circule partout, quand son image est devenue un sujet permanent de débat, il suffit d'un titre bien choisi pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Un titre du genre « Choc en France ». Annonce de dernière minute. L'ancien président retrouvé sans vie. Le gouvernement cacherait la vérité. Vous voyez le mécanisme? C'est toujours pareil. On met un mot qui fait trembler. On ajoute une image sombre. On utilise une voix grave. Et puis on laisse les gens cliquer. Et là, la question devient presque inquiétante.
À partir de quel moment une rumeur cesse d'être une blague de mauvais goût et devient une violence contre la vérité? Parce que dans le cas de Sarkozy, certaines vidéos ou publications ont pu laisser entendre des choses extrêmement graves. Une disparition soudaine, un malaise fatal, une mort cachée au public. Tout cela sans preuve sérieuse, sans communiqué officiel, sans source fiable. Et soyons très clairs, ce genre de récit doit être traité comme une fausse information tant qu'aucune source reconnue ne le confirme. Mais le problème, mes amis, c'est que sur Internet, le mensonge n'attend pas la confirmation. Il court, il saute d'un téléphone à l'autre, il arrive dans les groupes de famille, dans les commentaires, dans les conversations du matin. Et parfois, avant même qu'une personne ait eu le temps de vérifier, elle partage déjà. Tu as vu? C'est vrai? On dit que... J'ai lu quelque part... Ah, ce fameux « quelque part », le plus grand journal imaginaire du monde. Et là, je vais vous parler franchement. Si c'était moi, si un jour je me réveillais et que je voyais mon propre décès annoncé sur Internet, je crois que je serais partagé entre la colère et une forme de vertige. Parce qu'on ne parle plus seulement de réputation. On parle de votre existence même. De votre famille qui peut tomber sur ça. De vos proches qui reçoivent des messages paniqués. Imaginez Carla Bruni. Imaginez les enfants. Imaginez les amis. Même si la rumeur est absurde, même si elle est rapidement démentie, elle laisse toujours une petite trace. Une trace sale, inutile, cruelle. Et c'est ça le côté tragique de notre époque. Parfois, on ne cherche plus à savoir ce qui est vrai. On cherche ce qui fait réagir. Nicolas Sarkozy, qu'on l'aime ou non, reste un homme vivant. Un homme qui continue de parler, d'écrire, de se défendre, de mener ses combats judiciaires. Il peut être critiqué, il peut être jugé, il peut être questionné durement, c'est normal dans une démocratie. Mais inventer sa mort, c'est autre chose. C'est de franchir une ligne. Et vous savez, cette ligne, on la franchit souvent d'abord avec les personnages publics. Parce qu'on se dit, ils sont connus, ils ont l'habitude. Mais non, personne ne s'habitue vraiment à devenir un objet. Personne ne s'habitue vraiment à voir son nom utilisé comme un appât à clic. Une célébrité peut appartenir au débat public. Mais sa dignité ne devrait jamais appartenir au mensonge. Cette phrase, gardons-la en tête. Parce que l'affaire Sarkozy montre bien un phénomène plus large. Plus une personnalité traverse une période difficile, plus elle devient vulnérable aux récits les plus fous. Quand tout va bien, les gens commentent votre succès. Quand tout va mal, certains inventent la suite de votre chute. Et dans son cas, le décor était presque parfait pour les fabricants de rumeurs. Un ancien président, des affaires judiciaires, une incarcération historique, des appels, des tensions, une image publique divisée. Il ne manquait plus qu'un faux drame pour que certains se disent « Allez, on va faire cliquer ». Mais derrière chaque clic, il y a une responsabilité. Et là, je pense surtout aux spectateurs plus âgés, à ceux qui ont connu une époque où l'on attendait le journal du soir, où une information passait par une rédaction, un présentateur, une vérification minimale. Aujourd'hui, tout arrive en continu. Et parfois, le mensonge arrive mieux habillé que la vérité. Une fausse vidéo peut avoir une musique dramatique. Un faux titre peut ressembler à une alerte officielle. Une image ancienne peut être sortie de son contexte. Une phrase peut être coupée, retournée, gonflée. Alors quand vous voyez passer une nouvelle énorme, surtout sur quelqu'un d'aussi connu que Nicolas Sarkozy, demandez-vous toujours qui parle, quelle source, quelle preuve. Et pourquoi ce titre cherche-t-il autant à me faire peur? Parce que c'est souvent là que tout se joue. Sarkozy lui-même, au fil des années, a toujours eu cette manière de revenir dans l'espace public. Par les interviews, par les livres, par les apparitions, par les prises de parole où il rappelle qu'il n'a pas l'intention de disparaître. Et d'une certaine façon, chaque apparition publique devient aussi une réponse aux rumeurs. Pas forcément une réponse directe. Pas besoin de dire « je suis vivant ». Le simple fait d'être là suffit. Être là, sourire, parler, signer un livre, répondre à une question, sortir d'une voiture, serrer une main. Dans certains moments, la présence devient un démenti. Et c'est presque ironique, non? Un homme qui a été accusé de vouloir tout contrôler se retrouve obligé de prouver, par sa simple présence, que les récits les plus absurdes sur lui sont faux. Mais attention, ne nous trompons pas de sujet. Cette partie ne vise pas à faire de Nicolas Sarkozy une victime absolue. Les affaires judiciaires existent. Les décisions de justice existent. Les critiques politiques existent et elles ont leur place. Mais on peut critiquer sans salir.
On peut informer sans inventer. On peut raconter une chute sans fabriquer un tombeau. Et c'est peut-être ça le point important de cette 4e partie. Dans l'histoire récente de Sarkozy, les fausses nouvelles ne sont pas seulement un bruit autour de lui. Elles sont devenues un décor, un brouillard, une couche supplémentaire de confusion entre ce qui est vrai, ce qui est interprété et ce qui est totalement inventé. Alors oui, dans la mémoire collective, Nicolas Sarkozy restera peut-être comme un président de combat, un homme de pouvoir, un homme de procès, un homme qui divise profondément. Mais il restera aussi, malgré lui, comme un exemple de cette époque où même la vie d'un homme peut être transformée en rumeur. Et franchement, ça devrait tous nous faire réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sarkozy. Demain, ce sera un chanteur, une actrice, un voisin, peut-être quelqu'un de notre famille. La vérité, mes amis, est parfois moins spectaculaire qu'un mensonge. Mais elle a une valeur que le mensonge n'aura jamais. Elle respecte les vivants. Alors avant de passer à la suite, gardons cette phrase. Quand une société commence à préférer le choc à la vérité, ce ne sont pas seulement les célébrités qui tombent, c'est notre manière de regarder les autres qui s'abîme. Et maintenant, mes amis, on arrive à une partie plus intime. Parce que derrière Nicolas Sarkozy, l'ancien président, l'homme des campagnes électorales, des procès, des phrases rapides et des combats judiciaires, il y a aussi un couple. Un couple très regardé, très commenté, très fantasmé. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Rien que ces deux noms ensemble, déjà, ça raconte une époque. Lui, président de la République. Elle, ancienne mannequin internationale, chanteuse, femme élégante, libre, habituée depuis longtemps au projecteur. Ils se rencontrent en 2007, peu après le divorce de Nicolas Sarkozy avec Cécilia. Et là, tout va très vite. Très, très vite même. Leur relation devient publique, les photographes les suivent, les journaux commentent chaque sortie, chaque regard, chaque geste. En février 2008, Nicolas Sarkozy épouse Carla Bruni à l'Élysée. Vous imaginez un peu? Un mariage présidentiel dans le palais même du pouvoir français. Ce n'est pas une petite histoire discrète au coin d'un café. C'est une romance qui arrive en pleine lumière, au cœur de la République. Certains trouvent cela moderne, presque romanesque. D'autres trouvent cela trop rapide, trop exposé, trop people pour la fonction présidentielle. Et dès le départ, une question flotte dans l'air. Est-ce que ce couple allait être une histoire d'amour? Ou une nouvelle scène politique? Parce qu'avec Sarkozy, même l'intime devient public. Et avec Carla Bruni, même le silence devient commenté. Pendant les premières années, Carla Bruni change d'image. Elle n'est plus seulement l'ancienne star des podiums, ni seulement la chanteuse à la voix douce. Elle devient première dame de France. Elle accompagne son mari dans les visites officielles, apparaît aux côtés de dirigeants étrangers, porte cette élégance très française que les médias internationaux adorent décortiquer. Mais derrière les robes, les sourires et les photos de protocole, il y a une réalité plus compliquée. Être l'épouse d'un président, ce n'est déjà pas simple. Être l'épouse d'un ancien président poursuivi par plusieurs affaires judiciaires, c'est encore autre chose. Et c'est là que les rumeurs ont commencé à coller au couple comme l'humidité au vieux mur. À chaque nouvelle décision de justice, à chaque audience importante, à chaque condamnation, une vieille musique revenait. Carla va-t-elle partir? Le couple va-t-il tenir? Existe-t-il un accord secret entre eux? L'amour peut-il survivre à une telle pression médiatique? Soyons très clairs, mes amis. Il n'y a pas de preuve publique solide d'un prétendu contrat de séparation ou d'un scénario secret où Carla Bruni resterait uniquement pour protéger une fortune cachée. Ce sont des récits, des spéculations, parfois des fantasmes nourris par le mélange explosif entre argent, pouvoir et célébrité. Mais vous savez bien comment ça fonctionne. Quand un couple célèbre traverse une tempête, les gens n'aiment pas le silence. Alors ils remplissent en les blancs. Ils imaginent des disputes. Ils inventent des pactes. Ils comptent les regards sur les photos. Ils analysent une main non tenue comme si c'était un communiqué officiel. Ah, franchement, parfois, un couple connu ne peut même plus marcher côte à côte sans qu'on en fasse une enquête sentimentale. Et pourtant, dans cette histoire, il y a quelque chose de plus intéressant que les rumeurs elles-mêmes. Ce qui intrigue vraiment, c'est la position de Carla Bruni. Mes amis, avant de refermer cette histoire, j'aimerais qu'on prenne juste un petit moment. Pas pour juger. Pas pour applaudir aveuglément. Pas pour effacer les affaires, les procès, les questions légitimes. Mais pour se souvenir d'une chose simple. Derrière le nom Nicolas Sarkozy, derrière l'ancien président,
derrière les titres parfois très durs. Il y a aussi un homme qui a vieilli sous les projecteurs, un homme qui a connu le sommet, puis les tempêtes, un homme que certains admirent, que d'autres critiquent vivement, mais qui reste malgré tout un être humain avec une famille, des proches, des nuits sûrement pas toujours paisibles. Et vous savez, quand on regarde la chute ou les difficultés d'une personne publique, c'est facile de devenir dur. Très dur même. On commente, on partage, on rit parfois trop vite. Mais si c'était notre père, notre mari, notre ami, est-ce qu'on parlerait avec la même froideur? Alors ce soir, je vous invite simplement à garder un regard humain. On peut demander des comptes? Oui. On peut suivre la justice? Oui. Mais on peut aussi refuser la haine gratuite, les fausses nouvelles, les humiliations inutiles. Parce qu'au fond, une société se mesure aussi à sa manière de regarder ceux qui tombent. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a aidé à voir cette histoire avec plus de nuances, laissez un like. Partagez-la à quelqu'un qui aime les récits vrais, humains, sans bruit inutile. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ensemble ces destins publics où, derrière la lumière, il y a souvent beaucoup d'ombre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et n'oubliez jamais, avant de juger un homme, essayons au moins de comprendre le poids qu'il porte.